Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono. Actualité sportive une nouvelle fois bien chargée, vous allez le voir, la tempête Herminia est aussi venue mettre son grain de sel sur les terrains de sport et notamment du côté du Vendée Globe, nous le verrons en fin d'émission. Au sommaire, ce soir, la tempête, je vous le disais, s'est quelque peu invitée hier, dimanche après-midi, au menu des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Sous la pluie battante, La Roche-ESO affrontait l'une des meilleures écuries de l'Hexagone, la formation du Paris FC. Sur les terrains de basket, double rendez-vous au programme, nous irons tout d'abord du côté de la Wonder League. La Roche-Vendée Basket accueillait Charleville-Mézières, rencontre très disputée et qui s'est parfois jouée sur un fil. Vous le verrez dans quelques instants. Et puis la suite en basket sera à suivre en National 1 masculine. Battu le week-end dernier, Chaland entendait bien reprendre sa marche en avant face à Vitré. Enfin, place au hockey sur glace. Après 3 victoires consécutives en championnat, le Hogli visait le 4/4. Rencontre riche en buts et en rebondissements face à Valence samedi soir. Voilà pour le programme de ce lundi 27 janvier 2025. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour démarrer l'émission de ce soir, place à ce qui était sans conteste l'affiche du week-end sur les terrains de football vendéen. En Coupe de France féminine, La Roche-ESO s'est hissée au rendez-vous des huitièmes de finale et au tirage au sort. Les Ornésiennes ont hérité du Paris FC, l'une des places fortes du football féminin français. Forcément, hier dimanche après-midi, les Vendéennes étaient loin de partir favorites face à la formation qui compte dans ses rangs des joueuses de renom comme Gaëtane Tinet ou encore Clara Matteo qui évoluait sous les couleurs de l'ESO il y a quelques années. Et très vite, les Parisiennes vont faire respecter leur rang dans cette rencontre. 9e minute, les visiteuses ouvrent le score grâce à Maëlle Garbino. Sous la pluie et dans des conditions très ventées, le Paris FC fait le break au quart d'heure de jeu sur ce corner repris par Deja Davis. 18e minute, la formation deuxième de Première Ligue, le plus haut niveau du football français, inscrit déjà le but du 3-0. Anouk Lenné ne repousse pas suffisamment cette frappe. Daphné Corboz en profite pour ouvrir son compteur. La Roche a bien du mal à sortir la tête de l'eau et sur ce corner de Gaëtane Tinet, Maëlys Amonio, malheureuse, envoie sa tête dans son propre but. 4-0, puis 5-0, 2 minutes plus tard, on joue la 40e. Corner pour le Paris FC. La gardienne vendéenne heurte une joueuse adverse. L'arbitre de la rencontre accorde un pénalty. La capitaine Gaëtane Tinet, sans charger, inscrit un nouveau but. Après 45 minutes, le score est déjà de 5-0. Les Ornésiennes savent que cette rencontre est déjà jouée mais tentent de surprendre la défense parisienne, notamment par un pressing plus intense. Sur plusieurs remises à leur gardienne, les joueuses du Paris FC sont d'ailleurs toutes proches de se faire surprendre. Finalement, les Vendéennes ne trouvent pas la faille et vont même encaisser un dernier but à la 70e. Il est l'œuvre de Margot Lemuel. Score final 6-0 donc pour le PFC face à La Roche-ESO. Fin d'un très beau parcours pour les Ornésiennes dans cette Coupe de France. Les réactions des entraîneurs avec Daniel Lelanne. L'adversaire était de taille, donc évidemment qu'on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, moi, ce que j'ai dit aux filles, j'étais évidemment très fier d'elles parce que la prestation, elle a été tout à fait honorable parce que elles n'ont rien lâché de la première à la dernière minute. On a montré des choses aussi très intéressantes. Sur le plan défensif, tactiquement, on a aussi bien travaillé. On avait fait des choses toute la semaine. Je pense que ce match-là doit nous faire grandir, passer un palier pour continuer notre prestation de ce qui est en championnat. Beaucoup de fierté, cette envie du public aussi de venir supporter nos joueuses malgré ce temps exécrable. Je pense que ça a fait du bien aussi aux filles de montrer de voir que des gens les suivaient et avaient envie aussi que le petit poussé fasse un exploit. Bon, je pense que là, la marche était vraiment très très haute. Et puis, dès la première mi-temps, on a eu des difficultés, mais je pense que c'est des buts qui sont évitables, mais on manque aussi un peu d'expérience parce que prendre des buts sur coup de pied arrêté, des buts où on n'est pas dans la surface de réparation où on devrait être, c'est des petites choses, mais au haut niveau, c'est de l'efficacité. Et nous, on en a manqué un petit peu aussi aujourd'hui. J'avais affiché la meilleure équipe possible en fonction de quelques blessures et quelques joueuses qui étaient un peu à protéger. Donc oui, on est très satisfait. On a été sérieux, on a été appliqué, on a été efficace. On s'est créé des opportunités pour marquer. Donc non, dans l'ensemble, voilà, on a fait ce qu'on avait dit avant le match. Donc c'est très bien. Respecter l'adversaire, c'est se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir gagner. Et on l'a abordé de manière humble. On savait qu'on venait ici, on n'était pas en terrain conquis, mais on s'est mis au-dessus de l'adversaire et c'est appréciable.
Voilà donc pour les réactions de ce 8e de finale de la Coupe de France féminine. Le SO retrouvera le chemin du championnat et de la D3 dès ce week-end avec la réception de Roubaix. Hormis la Coupe de France féminine, on jouait également en football en championnat en National 2. La 16e journée s'ouvrait vendredi soir. À domicile, La Roche VF a tenu tête au leader Saint-Malo, un partout entre Yonnais et Malouin. Le groupe de Frédéric Reculot reste 14e et relégable. Score identique, un partout au stade Massabielle samedi entre les Herbiers et Saint-Privé-Saint-Hilaire. Le VHF remonte de 2 rangs et se classe 6e. Et puis enfin, match arrêté entre le Vendée Poiret Foot et Saumur. Après 25 minutes et alors que le score était de 0-0, l'arbitre de la rencontre a décidé de mettre un terme à la partie en raison des vents violents et de la pluie. Les Genoux restent donc pour leur 16e et dernier. Un coup d'œil sur un autre classement à l'étage inférieur en National 3. La grosse affiche de cette 14e journée était sans conteste le derby entre la Châtaigneraie et Chaland. Score nul et vierge 0-0, statu quo au classement. Les Chalandais conservent la première place. Les hommes de Charles de Vinot, eux, sont deuxièmes. De son côté, le Vendée Fontenay Foot quitte le podium, battu à l'extérieur par la réserve du FC Nantes 1-0. Le VFF glisse en 4e position. Et puis enfin, bon résultat pour la Roche ESO. Les Ornésiens sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Chorès samedi. Le SO gagne 3 places et remonte au 7e rang. Allez, retour à présent aux images avec le basket. Et la première des 2 rencontres de ce soir nous emmène sur les parquets de Wonder League. Vendredi s'ouvrait la 14e journée de championnat. La Roche Vendée Basket avait rendez-vous à domicile devant son public des Oudéry. Les Tigresses recevaient les Flammes Carolo Basket, formation de Charleville-Mézières, 2e au classement et qui restait sur une série de 3 victoires consécutives. Beaucoup d'anciennes lyonnaises sur le parquet vendéen, mais sous les couleurs adverses. Ornella Bancolé, Colline Franchelin ou encore Tiffany Clark. Et c'est justement l'américaine qui allume les premières mèches. Menée 7-0 après 2 minutes, le RVBC rentre progressivement dans son match grâce à la paire Brooke McCarthy-Jade Phillips et fait la course en tête après 10 minutes, 21-20. À l'image du premier quart-temps, les Flammes Carolo inscrivent 7 points de rang pour reprendre les rênes. La Roche court après le score et ce sont les Ardennaises qui rentrent au vestiaire avec l'avantage 40-37. Si la différence sur le papier semblait bien marquée entre les deux formations, les Vendéennes avant-dernières tiennent tête aux dauphins du championnat. Les attaques plus débridées du premier acte laissent progressivement place aux défenses resserrées de la seconde période. Tiffany Clark continue de faire mal à son ancien club. Charleville-Mézières mène 54-52 avant les 10 dernières minutes. Portée par Sarah Chevaujon et Emery Martinez, auteur d'un double-double vendredi soir, les Flammes se détachent définitivement en fin de match. Le RVBC doit donc s'incliner. Score final 76-71. Résultat, au classement de la Wonder League, on va le voir, pas de changement pour la Roche Vendée Basket à l'issue de cette 14e journée. Les Tigresses restent en 11e et avant-dernière position. Le RVBC se déplacera dans une semaine au Palais des Sports du Prado chez le leader Bourges. La suite en basket s'écrit cette fois sur les parquets de National 1 masculine. 21e journée, là aussi vendredi soir. C'est cette fois du côté de la salle Michel Vrignot que je vous propose d'aller. Dans une excellente dynamique avec 8 victoires sur ses 9 dernières rencontres, le Vendée Chaland Basket accueillait l'Aurore Vitré Basket, une formation bretonne qui restait elle aussi sur des résultats probants et 5 victoires sur ses 6 derniers matchs. Après 2 minutes, les Vitréens prennent les commandes, mais cela ne va pas durer. Le VCB enclenche le rouleau compresseur. Mené 4-6, les hommes de Sébastien Lambert collent 16 points de rang aux visiteurs. Restés muets dès lors et jusqu'à la fin du premier quart-temps. Chaland mène déjà 20-6. Le collectif vendéen va ensuite largement rester aux manettes avec 3 shoots primés en fin de deuxième quart-temps. Jérémy Bichard assomme encore un peu plus la formation d'Ille-et-Vilaine. À la pause, le VCB a conforté son avance et dicte son jeu 48-29 au tableau d'affichage. Après un deuxième quart-temps éclatant, les Vendéens vont quelque peu lever le pied à l'entame du deuxième acte. Sans inscrire le moindre point pendant près de 4 minutes, Chaland reste malgré tout solide défensivement et creuse encore un peu plus l'écart avec les Vitréens, 65-40. Le VCB s'offre une fin de partie tout en gestion, l'essentiel est assuré. À noter les prestations très abouties de Jérémy Bichard, 16 points et meilleur marqueur, et de Grégory Bengaber avec ses 7 passes décisives et ses 20 points d'évaluation. Ajoutez à cela Luka Nikolic, toujours précieux au rebond, et vous obtiendrez un succès net, victoire 75-56 du VCB qui envoie le message qu'il faudra bien compter sur lui pour la seconde phase du championnat. La réaction des deux entraîneurs a commencé par celle du coach Sébastien Lambert. C'était au micro de Daniel Lelaine. On avait besoin impérativement de trouver de la régularité dans l'effort défensif sur 40 minutes. C'est chose faite ce soir. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu dans la semaine. On était beaucoup trop irrégulier depuis début janvier. Voilà, on a fait une mi-temps à l'INSEP, on a fait une mi-temps contre les Sables, on a fait une mi-temps à Tarbes. Alors même si on en a pris 2 sur 3, à un moment donné contre des équipes solides qui peuvent jouer le top 7 et qui peuvent prétendre à jouer les playoffs top 8 deuxième phase, il fallait impérativement ce soir qu'on retrouve de la régularité défensive et dans l'optique des matchs à venir aussi, de retrouver cette
cette régularité qui a fait notre force sur la série de 8 matchs. Voilà. On n'était pas sélectif dans nos efforts, on donnait tout et puis on regardait celui qui offensivement ou ceux qui offensivement pouvaient faire la différence. Voilà, c'est ça, c'est notre ADN et je pense que ce soir on l'a plutôt très bien fait. Bon, un match difficile. Défensivement, déjà, on n'a pas été sur nos standards. On est la deuxième meilleure défense de la poule. On encaisse 48 points à la mi-temps. Donc voilà, le match, on ne l'a pas abordé de la bonne manière. Après, tout le mérite est à Chaland. Ils nous ont beaucoup repoussé. On a eu du mal à mettre notre jeu en place par l'agressivité défensive de Chaland. Donc voilà, tout ça accumulé. On n'a pas marqué de points à la mi-temps et on en a encaissé beaucoup. Donc le match, il était quasiment plié à la mi-temps. Quand tu leur laisses marquer 48 points, forcément, ça donne de la confiance. Ensuite, pour l'inverser, c'est difficile. Donc voilà. Par contre, on s'est bien repris en deuxième mi-temps. On a une belle réaction. On encaisse que 27 points. On revient dans nos standards. Mais on part de trop loin. On part de beaucoup trop loin. Voilà, le Vendée Chaland Basket maintient donc la cadence sur le podium de son groupe. À 5 rencontres de la fin de la première phase, le VCB conserve sa position de dauphin derrière le leader Quimper. Les Chalandais comptent une unité de plus que leur poursuivant de Paris-Levallois 3e à Tarbes-Lourdes 5e. Et puis en deuxième partie de classement, vous le voyez, les Sables Vendée Basket restent à la 10e place. Les Sablais se sont inclinés 95-77 vendredi soir sur le parquet de Tours. Prochaine rencontre de N1 dans 48 heures, demain soir mardi. Les Sables dans 24 heures plutôt, donc les Sables Vendée Basket défieront Fougères, Salles-Beauséjour. Chaland se rendra lui sur le parquet d'Angers. Dans les autres résultats du week-end, un mot de handball et de la Nationale 1 féminine. Une semaine après sa fin de série et sa défaite à Mérignac, la Roche-Vendée Handball enchaîne une deuxième rencontre à l'extérieur et deuxième défaite consécutive pour le groupe d'Ophélie Charbonneau, battu 26-25 hier après-midi sur le terrain de Côte-Basque. Après 12 journées disputées, l'équipe première du RVHB quitte le podium et se classe désormais 4e. Et puis un point aussi sur les résultats en ring hockey. Cette fois, la Nationale 1 reprenait ses droits samedi soir avec la 10e journée. Pas de victoire, mais 2 matchs nuls pour les formations vendéennes. En déplacement sur le parquet de Roubaix, la Vendéenne concède le nul 2 buts partout. Les Rouges et Noirs sont au pied du podium, 4e. Et puis dans l'autre rencontre, le Poiret Roller est allé décrocher un point sur le parquet de Noisy-le-Grand. Score final 4 buts partout. Les Genoux sont 7e à 6 longueurs de leurs voisins lyonnais. Et puis d'autres Lyonnais évoluaient eux en revanche à domicile ce week-end. C'était le cas du Ogli pour la 15e journée du championnat de D2 de hockey sur glace. Les Aigles lyonnais recevaient les Lynx de Valence. Une rencontre à suivre samedi soir à la patinoire Arago. Fort de leurs 3 victoires consécutives et de leur 2e place, les joueurs de Juraj Selka abordaient cette rencontre en pleine confiance. Et à la 12e minute de jeu, Hugo Lollier ouvre le score, 1-0. À la 19e, Valence revient à hauteur sur ce tir lointain dévié par Rudy Maharny, 1-1. Peu avant la fin du premier tiers-temps, le hockey glacionnais reprend les commandes sur cette remontée de palais et cette réalisation en solitaire et tout en technique. Signé Alexander Mokantsev, le hockey est en tête après 20 minutes, 2-1. De retour sur la glace, changement de côté, Valence repart aux avant-postes et égalise à 2 buts partout. 28e minute, les Lyonnais vont de nouveau se détacher. Thomas Duval enclenche de loin, Valentin Jacques est à la finition. Les Aigles reprennent les commandes, 3-2. Puis 3 buts partout. Une nouvelle fois, la formation venue de la Drôme trouve les ressources pour recoller au score. Maharny profite des largesses défensives des Vendéens et remet les compteurs à égalité. Tout reste donc à faire dans la dernière période de 20 minutes. Et malheureusement, celle-ci va être fatale aux Lyonnais. En supériorité numérique, les Lynx de Valence bousculent les Lyonnais et vont tenir les rênes de cette partie pour la première fois, 4-3. Le hockey glacionnais peine à parfaire son retard et va subir les foudres des visiteurs. 55e, 56e, 57e en 3 minutes. La Roche encaisse 3 buts. Le hockey ne reviendra pas et doit donc s'incliner devant son public. Défaite 7-3. Les Lyonnais ont raté le coche. Dixit, l'entraîneur des Vendéens. Je vous propose de l'écouter. Juraj Selka, il était au micro de Thibaut Grasset, suivi de son homologue valentinois. On savait que Valence, c'est une équipe qui est très bonne. C'est pas une équipe qui mérite à leur place. Donc c'est un bon match. Voilà, ça s'est décidé en 3e tiers-temps. J'ai dit encore une fois. Il y a des défaites qu'il faut les prendre pour qu'on s'en ressortira mieux après. C'est un cauchemar, mais après c'est les choses qui se passent. On a fait. En même temps, si ça passe d'un côté, on a mérité. Donc voilà. La tentative, ils sont arrivés trop tard. On était dans les combats, mais trop tard. On n'était pas dans les vrais combats. On était dans les combats fausses jusqu'au on va dire, le 3e tiers-temps. Après, quand ça nous a piqué, quand on a commencé à perdre, mais on a raté la gauche. C'était complètement raté, mais c'était faire la leçon. Comme j'ai dit, maintenant, il faut qu'on regarde devant nous. Et c'est là, quelque part, on a cherché. Je suis très content de cette journée et de ce match. Nous nous étions préparés pour jouer un match de haut niveau, car nous savions que La Roche est une bonne équipe.
Donc nous sommes venus pour faire un bon résultat et nous l'avons fait, malgré les 2 premiers tiers-temps difficiles, mais nous avons continué à installer notre jeu, à nous appliquer et à y croire. Et finalement, dans la dernière partie du match, nous avons réussi à gagner. C'est une victoire importante pour la confiance et parce que c'est un moment crucial de la saison, nous avons l'ambition de nous battre pour aller en play-off. J'espère qu'après ce résultat, nous y arriverons. Voilà, fin de série donc pour le hockey glacionnais. Une défaite, la 5e de la saison, qui éjecte provisoirement le Hogli du podium de son groupe. Après 15 rencontres disputées, la formation vendéenne se positionne au 4e rang. Les Aigles lyonnais restent tout de même au contact des formations de tête, à égalité de points avec Roanne, 3e, et une longueur derrière Lyon, classé 2e. Allez, un coup d'œil sur quelques-uns des autres résultats du week-end en rugby notamment et en Fédéral 2. Battu le week-end dernier par le leader tourangeau, le FC Lyonnais s'est imposé à l'extérieur dimanche. Victoire 20-15 hier après-midi face aux Maisons Lafitte Saint-Germain-Poissy Rugby. Le FCY se maintient en 7e position après cette 15e journée. Et puis enfin, les 2 derniers classements de ce soir nous emmènent vers les résultats de volleyball. D'abord en National 3 masculine. Montaigu-Vendée-Boufféré recevait Fleury dimanche après-midi à la Halle des Sports. Et après un premier set très accroché finalement remporté par les visiteurs, le MVBVB s'incline 3 manches à rien. Les Montacutins sont 7e. Et puis au même niveau en National 3 chez les féminines, 10e journée là aussi. Les Langénus sont passés toutes proches de l'emporter samedi soir à domicile contre Montgermont. Alors que les Vendéennes menaient 2-7-0, leurs adversaires se sont finalement imposés dans la 5e manche décisive. Défaite 3-7-2 donc pour la Islandaise qui reste en position de premier non relégable. L'actualité sportive en Vendée du week-end était aussi à suivre du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. 3 semaines après les championnats départementaux, ce sont cette fois les championnats régionaux de cross-country qui se sont tenus dans le nord-ouest vendéen. Une compétition maintenue malgré les conditions météo. En élite, chez les féminines, d'abord, c'est la Vendéenne Clarisse Picard de l'ABV qui s'est imposée sur le cross long. Belle prestation également de Virginie Barbier, de l'Athlétique Sud-Vendée et de Marine Chevrier de l'OVA qui se classe 7 et 9e. Chez les hommes élites, top 10, David Menanto est 9e, Anthony Guillard de l'Athlé Bocage Vendée 10e, et puis d'autres bons résultats aussi à noter pour l'Ouest Vendée Athlétisme avec la victoire de Tom Jouette sur le cross-court masculin. 3e place pour Oscar Thébault qui termine premier espoir. Chez les Masters, c'est Brice Debord qui s'est imposé. Et puis chez les plus jeunes, enfin très beau succès du coureur de l'ACLR Martin Gauvry chez les juniors. Yasmine Lazouzi décroche elle le titre de championne régionale chez les cadettes. De très bon augure pour tous ces athlètes vendéens qui auront la chance de défendre les couleurs du département d'ici quelques semaines maintenant avec les championnats de France de cross-country qui se tiendront à Challans les 28 février, 1er et 2 mars prochains. Et puis enfin, eux s'imaginaient arriver au Sable d'Olonne après plus de 77 jours passés en mer. Benjamin Dutreux puis Clarisse Crémer en ont terminé avec leur Vendée Globe, se classant respectivement 10 et 11e de cette édition. En raison de la tempête Herminia, tous les deux ont terminé leur Everest des mers en franchissant la porte Tempête au large des Sables d'Olonne avant de se dérouter vers le port de La Rochelle pour se mettre à l'abri. Benjamin Dutreux, vous le voyez, y est arrivé dans la nuit, accueilli par de très nombreux supporters. Les supporters étaient là aussi pour Clarisse Crémer qui a, elle, fait son entrée dans le port Rochelet ce lundi en début d'après-midi. Tous les deux attendent désormais des conditions plus favorables le long de la côte atlantique pour revenir au Sable d'Olonne et être accueillis comme il se doit bien sûr par le public sablais lors de la mythique remontée du Chenal. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive de ce lundi 27 janvier 2025. Vous le savez, le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée. En revanche, mon aventure avec vous s'achève ce soir. Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai été très honoré et fier de couvrir l'actualité, notamment sportive de ce très beau département et de ses habitants, les Vendéens. Merci à chacun et chacune d'entre vous, croisés sur le terrain ou venus ici en plateau, pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci à TV Vendée, à ma rédactrice en chef Caroline Tronche, pour sa confiance jusqu'à me laisser les rênes d'une si belle émission. Un immense merci à Aurélien Huard, à qui j'ai succédé ici à la présentation, pour son expérience et tous ses précieux conseils partagés. Je sais ce que je te dois, Aurélien. Remerciement tout particulier à ceux que vous ne voyez pas, mais sans qui 85 chronos serait impossible. Jeff, Jean-Frédéric Barré, réalisateur, Olivier Goupil, ingénieur du son, et Marion Blin, infographiste. Merci aux pigistes sport du week-end, Thibaut Grasset, Daniel Lelanne et Dorian Boulzenec. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de l'émission. Avec vous, partager chaque jeudi soir était un véritable bonheur. Merci enfin à chacun et chacune de mes collègues rencontrés ici, pour beaucoup des amis qui vont forcément beaucoup me manquer. Enfin, merci à vous derrière votre écran pour votre fidélité à 85 chronos. À partir de lundi prochain, c'est désormais Quentin Gaborio qui continuera d'écrire avec vous la très belle histoire de ce 85 chronos chaque semaine. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine, comme toujours, sur TV Vendée.